chers élèves, chers enseignants, j'ai le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui l'éminent archéologue, le docteur Christian Leblanc, qui nous fait l'amitié d'une rencontre avec vous aujourd'hui, élève de 3e, 3e 4, je crois, 3e 5. Et je voudrais remercier Madame Wills qui est à l'origine, évidemment Monsieur Agrinier, votre professeur, et bien sûr l'équipe de documentation et de vidéographie. Je vais vous céder la parole, chers collègues, et j'espère que vous pourrez profiter de ce moment inoubliable, parce qu'avoir une telle sommité sur l'archéologie pour la plupart de votre pays est une grande chance que vous devez bien mesurer aujourd'hui. Monsieur, un grand merci pour votre présence parmi nous. Bien sûr, au nom de tous les élèves, on vous remercie de votre présence, qui est exceptionnelle. Je crois que ça faisait plusieurs années que vous n'étiez plus venu au lycée. Vous aviez participé à des émissions de radio, je crois. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Dans l'autre lycée. Dans l'autre lycée, donc vous découvrez notre nouveau lycée. Et donc des élèves de 3e qui ont travaillé en fait sur un objet d'étude de 3e qui est l'autobiographie et le récit de souvenirs. Et donc c'était intéressant de vous faire venir et puis peut-être qu'ils posent des questions par rapport aussi à cette problématique qui est importante en 3e. Cette réflexion est importante et justement votre livre a des particularités par rapport au récit, aux souvenirs et à l'autobiographie qui serait peut-être important d'éclaircir pour notre classe. Je remercie bien sûr Sylvie, l'équipe du CDI, Claude Quéré qui va vous faire un beau reportage, et tous les élèves qui ont participé. Ça a été des séances assez courtes, on a travaillé 2-3 heures parce que nous sommes en fin d'année, il y a le brevet, c'était un petit peu serré dans le temps, mais les élèves ont été très sérieux et donc nous poserons les questions. Il y aura aussi des lectures qui accompagnent, qui seront entre les questions. Voilà, bon travail. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité au lycée français de Caire. Ça me fait très plaisir parce que je connaissais bien l'ancien lycée et je n'avais pas encore eu l'occasion de venir dans ce nouveau bâtiment. Donc vous avez beaucoup de chance d'ailleurs d'être dans ce très très beau bâtiment où vous avez des piscines, des salles de sport extraordinaires. Donc ça c'est assez formidable, hein. C'est un bon contexte pour aussi pouvoir étudier. Peut-être que celui-ci fonctionnera peut-être mieux. Oui, voilà. Alors donc aujourd'hui, notre rencontre va se faire donc autour d'un livre que j'ai écrit il y a 2 ans en fait, hein, qui est sorti, qui a été publié, La mémoire de Thèbes. Alors peut-être avant que vous posiez vos questions, je vais vous résumer un petit peu comment s'est fait ce livre, parce que c'est un livre évidemment qui nécessitait déjà beaucoup de matière. Et cette matière, elle est venue au fil du temps. Car il y a quand même très longtemps déjà moi, que je vis en Égypte. Hein. Je suis en Égypte depuis plus de 40 ans. Donc je suis venu très jeune, je suis venu à un âge où, après mes études aussi, et pour commencer une carrière d'égyptologue, en collaboration avec d'ailleurs ce qui est aujourd'hui le ministère des Antiquités égyptiennes. Et donc durant toutes ces années, toutes ces décennies bien sûr, eh bien, j'ai suivi avec beaucoup de passion, finalement, un petit peu, à la fois ma carrière, qui était celle d'un archéologue, d'un égyptologue, bien sûr, et puis parallèlement à ça, il y avait aussi le quotidien, c'est-à-dire, finalement, regarder un petit peu autour de soi, comment vivaient les Égyptiens, aussi bien que ce soit dans une ville comme le Caire, d'ailleurs, qui est la capitale, que dans la province égyptienne, où je suis très attaché, puisque mes recherches, surtout, se font à Luxor, donc dans le sud de l'Égypte, en pleine campagne en quelque sorte, hein, loin de la grande ville. Donc tout ça fait qu'au fil du temps, eh bien, j'ai mis en place une sorte de journal quotidien, que j'enrichissais au fur et à mesure des jours. Et à un moment donné, ce journal atteignait quand même des centaines et des centaines de pages, et il a fallu essayer de résumer un petit peu tout cela. Alors c'est en puisant dans ce journal, parce que bien sûr, même si ce livre a près de 500 pages, il faut savoir que ce n'est qu'une partie finalement de ce journal que j'ai écrit au fil des années, et j'ai puisé là finalement un petit peu tous les événements que je trouvais, auxquels j'avais attaché une certaine importance au cours de ma vie en Égypte. Alors c'est vrai que cette autobiographie, parce que c'est ainsi qu'on appelle ce genre de livre, fait appel à des souvenirs,
fait appel aussi à beaucoup de faits auxquels on a parfois assisté. Alors avec joie, bien sûr, parfois, et parfois aussi avec beaucoup de tristesse, puisque je me souviens, par exemple, vous savez, en 1997, par exemple, lorsqu'on a eu un terrible attentat à Deir el-Bahri, j'étais sur place, j'étais à Luxor quand il y a eu cet attentat, et c'est vrai qu'on est marqué, voyez-vous, par des événements de ce genre, et non seulement nous-mêmes d'ailleurs, mais même toute la population locale qui était à Luxor était tout à fait attristée d'assister à ce genre d'événements. Donc voyez-vous, c'est un petit peu toutes ces histoires que j'ai essayé de rassembler dans ce livre et que je voulais faire partager. Alors bien sûr, vous avez peut-être eu l'occasion de lire ou de parcourir un certain nombre de chapitres. Alors maintenant, c'est à vous de me parler et de me dire ce que vous souhaitez me poser comme question à propos de cet ouvrage. L'année de ma naissance fut celle du premier conflit israélo-arabe. À peine venu au monde, j'étais alors bien incapable d'imaginer que mon destin croiserait un jour celui de ce Proche-Orient, sublime pour ses multiples richesses, mais agité par des guerres et des révolutions. Même si l'Égypte, par sa légendaire civilisation, par les contes et des histoires fabuleuses qu'en avaient rapporté les voyageurs, avait pu inspirer ma jeunesse et la bercer de rêves, loin de moi était encore la pensée que, plus tard, il me serait donné de venir vivre durablement dans ce pays et d'y accomplir finalement la plus grande partie de ma carrière. Là, c'est le tout début. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai que quand on regarde bien, voyez-vous, autour de toutes ces années qui se sont passées en Égypte, il y a eu effectivement un événement, une histoire qui reste encore aujourd'hui d'ailleurs très présente. Hein. C'est ce conflit qui est né finalement vers 1948 à propos de la Palestine et puis de la naissance de l'État d'Israël. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ce problème n'est toujours pas réglé. Alors c'est vrai que quand je suis né, bien sûr, je nais une année où justement commence à exister ce problème. Alors c'est vrai qu'il m'a toujours un petit peu préoccupé au cours de ma jeunesse, et quand j'étais en Égypte, bien sûr, quand je suis venu en Égypte, je suis arrivé en 1973 en Égypte, c'est-à-dire une année qui était une année très importante pour l'Égypte, puisque ça a été la fameuse guerre d'octobre 73, hein, donc, qui a conduit finalement, petit à petit d'ailleurs le président Sadat, à devoir se rendre à Jérusalem et à entreprendre finalement ce qui allait être un véritable traité de paix entre l'Égypte et Israël. Donc c'était déjà en quelque sorte une séquence de l'histoire israélo-égyptienne qui se terminait par une paix, mais ça ne réglait pas pour autant le fameux problème du Proche-Orient et notamment le problème d'Israël et de la Palestine. Donc c'est vrai que ce problème a toujours été finalement, si vous voulez, autour de moi, une recherche de solution qui n'a jamais abouti, et auquel, évidemment, je fais référence, puisque quand je suis né, effectivement, c'était cette année où a été créé l'État d'Israël, et qui mettait un problème, finalement, avec l'existence de la Palestine. Quelle est votre première découverte marquante en Égypte et quelle est la plus récente? Alors, la découverte la plus marquante, il est vrai que je l'ai faite dans la vallée des Reines, parce que vous savez, au cours de sa carrière, on a tendance à pouvoir travailler parfois sur plusieurs sites archéologiques. Donc on n'est pas toujours fixé sur un site archéologique, on peut travailler dans plusieurs sites archéologiques. Bon, c'est vrai qu'au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs sites archéologiques et pendant un certain nombre d'années, j'étais amené surtout à travailler dans la vallée des Reines. La vallée des Reines, donc c'est à Luxor, sur la rive gauche de Thèbes. C'est une nécropole royale, mais qui était surtout affectée à des reines et aussi à des princes et à des princesses. C'était un peu d'ailleurs le pendant de ce qu'on connaît comme être la vallée des rois, donc qui est un peu plus ici, finalement au nord. Hein. Alors j'ai travaillé dans cette vallée des reines pendant des années, et c'est vrai que en 1973, on a fait une superbe découverte, puisque c'est à cette époque qu'on était en train de dégager, de fouiller une tombe qui n'avait jamais été fouillée auparavant, qui était celle de la mère de Ramsès II, la reine Touhi.
et en dégageant cette tombe qui était remplie de déblais parce qu'elle avait été profanée dans l'Antiquité, donc il avait fallu petit à petit sortir les déblais, eh bien on a retrouvé évidemment beaucoup de vestiges, très souvent malheureusement brisés, cassés, qui étaient finalement des vestiges de l'équipement, ce qu'on appelait l'équipement d'éternité de la reine Touy, ou si vous voulez son mobilier funéraire qu'on avait mis à côté d'elle finalement pour qu'elle puisse partir vers ses paradis osiriens. Et vous savez que lorsqu'on momifiait les corps dans l'Égypte ancienne, les viscères étaient placés dans ce qu'on appelle des vases canopes, hein, des vases indépendants. C'était une façon de retirer les viscères pour qu'ils ne pourrissent pas à l'intérieur du corps et pour les placer, les protéger, donc dans des vases canopes. Et en fait, eh bien, Touy avait bien entendu ces vases canopes dans la tombe. Et au cours de ces fouilles, on a retrouvé justement les vases canopes dont un avait encore finalement son couvercle. Et le couvercle était au portrait de la reine. Alors ça, c'était une très très belle découverte parce qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent de véritables images, si vous voulez, de cette reine qui avait été finalement la mère de Ramsès II, la grande épouse royale de Séti Ier. Et donc, en découvrant ce portrait, d'ailleurs, qui était dans une matière tout à fait superbe, puisque c'était de l'albâtre, hein, et de l'albâtre qui devait être d'ailleurs même à l'origine incrusté de matières précieuses, probablement de lapis-lazuli et peut-être même de cornaline. Eh bien, c'était une très très belle découverte, ça, parce que c'était la première fois qu'on retrouvait finalement un portrait de la reine Touy. Alors, cette découverte, évidemment, a fait du bruit à l'époque, hein, elle était même jusqu'en France, on en a parlé jusqu'en France. Il faut savoir que d'ailleurs, ce très beau portrait de Touy, vous pouvez le voir aujourd'hui au musée de Luxor, puisqu'il est exposé dans les vitrines du musée de Luxor. Donc ça a été peut-être la première belle découverte que j'ai faite en Égypte. Alors par la suite, bien sûr, il y a eu d'autres découvertes. Alors vous savez, les découvertes archéologiques, il ne faut pas toujours imaginer que ce sont des trésors. Hein, parce qu'évidemment, depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon, on a l'impression de dire, bon, les archéologues sont à l'affût de trésors, de l'or, etc. Non, il faut savoir que l'archéologie, vous savez, elle a beaucoup évolué au fil du temps. Alors si bien sûr on trouve de temps en temps de belles pièces, de magnifiques statues ou de très, très beaux vestiges de mobilier funéraire, bon, c'est très bien. La seule chose, c'est que ces pièces-là ne nous apportent pas toujours une meilleure connaissance de la civilisation égyptienne. Alors ce que l'on recherche davantage aujourd'hui, si vous voulez, c'est que dans un contexte de fouilles, eh bien qu'il y ait par exemple, si vous voulez, grâce à ces fouilles, une compréhension du milieu dans lequel on se trouve. Et très souvent, là, ce sont les hommes qui réapparaissent en surface, parce que finalement, on rentre plus dans la société égyptienne d'une époque. Voyez-vous, par exemple, moi je travaille depuis un certain nombre d'années, maintenant, dans un grand temple de Ramsès II, qui est le Ramesséum. Donc là aussi, c'est encore à Luxor, sur la rive gauche de Thèbes. Eh bien, dans ce temple de Ramsès II, bien sûr, il y a le temple lui-même en pierre, là où étaient célébrés les cultes évidemment pour les dieux, les cultes même pour le roi divinisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce temple était entouré de tout un ensemble de dépendances, et ces dépendances n'avaient jamais été étudiées. Or, en étudiant ces dépendances, en les fouillant, en les prospectant, là, on va retrouver tout un ensemble d'informations qui vont nous permettre surtout de mieux comprendre comment fonctionnait ce temple à l'époque de Ramsès II. Voyez-vous, parfois de retrouver des cuisines, des boulangeries, des ateliers qu'on a pu identifier dans un contexte archéologique, c'est parfois beaucoup plus intéressant que de retrouver un masque en or. Parce que le masque en or, il est très beau, c'est une très belle pièce de musée, mais il ne nous apporte pas grand-chose finalement sur la connaissance de la civilisation égyptienne. Alors que des cuisines, des boulangeries, une école, par exemple, j'ai même retrouvé une école, ça c'était aussi une très belle découverte, de retrouver une école, parce que vous savez, les écoles dans l'Égypte ancienne, on les connaît à travers tout un ensemble de documents qui sont dans les musées, mais retrouver une école dans un contexte archéologique, ben, c'est très rare, puisque c'est la première école qu'on a retrouvée jusqu'à présent. Tu peux te lever? Quelle est l'expérience archéologique la plus fascinante? Quelle était votre expérience archéologique la plus fascinante? Alors, la plus fascinante, ben voyez-vous, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. C'est que, voyez-vous, quand on fait de l'archéologie, aujourd'hui, on ne fait pas de l'archéologie pour retrouver des trésors. On fait de l'archéologie avec une autre perception. C'est-à-dire qu'on est à la recherche, finalement,
d'une civilisation, de ce que cette civilisation a pu apporter aussi à l'histoire de l'humanité, à travers évidemment ses créations, à travers sa science, à travers tout un ensemble, bien entendu, de choses, son artisanat, etc. Donc je veux dire que ce qui est très important, voyez-vous, en archéologie, voyez-vous, par exemple, on va retrouver des récipients, des poteries. Alors, à prime abord, la poterie, c'est quelque chose d'assez courant, bien sûr. La seule chose, c'est qu'il y a une évolution de la poterie à travers le temps. Non seulement des pâtes, des matières, mais il y a une évolution aussi à travers les formes, etc. Donc, voyez-vous, quand on s'intéresse à une civilisation, il faut prendre cette civilisation dans son ensemble et voir ce qu'elle peut apporter, justement, à travers non seulement toute sa production matérielle, mais aussi sa production écrite. Et la chance que nous avons en Égypte, c'est que nous sommes avec une civilisation qui est une civilisation de l'écrit, où l'écrit a une part très importante. Voyez-vous, on n'aurait jamais pu comprendre la civilisation pharaonique si nous n'avions pas eu, par exemple, un Champollion qui a découvert la langue des anciens Égyptiens, l'écriture hiéroglyphique. Voyez-vous, pendant tout le 19e, 18e siècle, par exemple, il y a eu beaucoup de voyageurs qui sont venus en Égypte, qui ont visité ce pays, qui l'ont même admiré d'ailleurs, hein, qui ont vu ces monuments, mais pour eux, ces monuments, ils étaient beaux, bien sûr, mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'ils représentaient? Toutes les scènes qui étaient reproduites en sculpture sur ces temples, etc., ils ne pouvaient pas les comprendre, puisqu'on ne pouvait pas déchiffrer à cette époque-là les textes. Le jour où on a pu déchiffrer les textes, là c'est toute une histoire qui s'est révélée finalement à notre connaissance. La civilisation égyptienne était en train de réapparaître au jour. C'était quelque chose qu'on était en train de voir réapparaître finalement. Et donc ça c'est tout à fait important parce que voyez-vous, non seulement la production matérielle est importante, tout ce que permet de retrouver finalement les fouilles archéologiques, mais toute la production écrite, c'est-à-dire que ce soit les stèles, que ce soit les murs de temples. Voyez-vous, par exemple, quand on a des écrits comme des traités de paix, on a par exemple à l'époque de Ramsès II, vous savez que Ramsès II a mené une très grande campagne en l'an 5 de son règne, qu'il l'a conduit en Syrie pour faire une guerre contre les Hittites, hein, les Hittites qui étaient toute une population, non pas qu'il y avait le but d'envahir l'Égypte, mais qui avait finalement surtout envie de remettre un point, si vous voulez, sur tous les comptoirs, si vous voulez, commerciaux de l'Égypte qui étaient à l'extérieur. Donc pour ça, il fallait finalement essayer de mettre au point bien les choses clairement avec cet empire hittite. Donc Ramsès II mène une campagne de guerre en l'an 5 de son règne, qui va aboutir en l'an 21 de son règne à un traité de paix, qui sera d'ailleurs finalement, quand on regarde bien, le premier traité de paix qui est connu aujourd'hui dans l'histoire. C'est important. Mais ce traité de paix, on le connaît par les textes, parce qu'on a des textes entiers qui nous décrivent finalement toutes les clauses de ce traité de paix, qu'à partir de l'an 21, et bien évidemment, les Hittites deviennent des amis des Égyptiens, que si vraiment un quelconque pays a tendance à vouloir envahir l'Égypte, les Hittites seront aux côtés des Égyptiens finalement pour les aider contre ce pays ennemi. On voit très bien que c'est même une sorte de traité même d'amitié, de fraternité entre les deux peuples finalement qui se met en place, mais on n'aurait pu jamais savoir cela si on n'avait pas eu la connaissance finalement de cette écriture hiéroglyphique, de cette langue finalement des anciens Égyptiens. Donc grâce à la découverte de Champollion, là on a pu finalement voir réapparaître au jour toute une histoire qui nous échappait jusque-là, sinon qu'on ne la voyait que partiellement à travers des monuments qu'on n'avait pas encore déchiffrés. Donc voyez-vous, tout ça fait partie justement de notre connaissance, et c'est ça aussi qui est fascinant dans la recherche égyptologique, c'est de pouvoir aujourd'hui non seulement retrouver une production matérielle qui nous informe sur tout ce qu'on peut comprendre et essayer de comprendre de cette société d'il y a 3000, 4000 ans, même parfois un peu plus long encore, et aussi toute cette production écrite qui nous permet de compléter cette information qui nous est donnée par la production matérielle.